quand tu veux. Et ben justement, ça enregistre. Comment vas-tu, Quentin? En forme, en forme. Comme je te l'ai Et- dit, une semaine de vacances idylliques en Espagne, avec, ma fille qui m'a fêlé une côte. C'est le truc improbable quand même. C'est des vraies vacances de papa preneur. Tu te dis: «Je vais me reposer, je vais profiter de l'Espagne». Nous, on a un petit appart là-bas, on va se baigner le matin, on va aller en montagne l'après-midi. Mais, après une bronchite qui a viré et une nuit horrible avec ma fille qui m'a foutu 2 coups de genou dans les côtes et qui m'a fêlé une côte, ça n'a pas été le rêve idéal. Mais bon bref, c'est pas c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Elle a de la force, ta petite. Elle est très tonique, elle est très tonique. Mais je pense que j'avais les côtes qui étaient aussi en vrac. En tout cas, moi, le deuxième, Raphaël, qui maintenant marche de plus en plus, et marche même très bien d'ailleurs, il se met à courir aussi. J'étais sur le canapé, il se précipite sur moi pour me donner un truc, il me claque en même temps une épingle à linge dans l'œil. Waouh! Donc élément guère agréable avec un petit coup d'ongle forcément au passage. Sinon, ça serait beaucoup trop Ouais. simple. Ça me fait penser, tu vois, ma femme, ça lui est arrivé l'année dernière. Non, pas l'année dernière, la petite avait 1 an. Elle lui avait mis le doigt dans l'œil avec tu sais, les mains avec leur lame de cutter à la place Mmh. des ongles qu'ils ont quand ils sont petits. Elle s'était chopée quand même 3 semaines d'antibiotiques, des vitamines, des gouttes dans les yeux, parce qu'elle avait la cornée rayée. Mais tu te dis: «Mais La vache. c'est Voilà. fabuleux, on aime nos Mais enfants». je sais plus si j'avais déjà dit sur ce podcast, mais du coup, voilà, je fais du Krav Maga et j'apprends à mon fils de 4 ans à faire les méthodes, des techniques, tu vois? Notamment le coup à la gorge. Un coup, il se Trop ramène bien. vers moi, j'étais posé, il me fait: «Papa, Krav Maga». Il me met un grand coup plein dans la gorge. J'étais asphyxié. Lui, il a un grand sourire, tu vois? Non, mais c'est Ouais, les enfants sont nos amis. ouais, je fais pareil moi avec la boxe, je donne les gants de boxe à ma fille et elle se marre avec, sauf que maintenant elle les fait sans les gants de boxe. Elle arrive, elle fait: «Papa!» et bah, elle me met des grands coups dans les jambes, tu sais. Heureusement ça va, ça fait pas mal. Je lui dis: «Tu fais pas ça avec tes copains, hein, parce que moi mes cuisses, c'est la taille de la tête de tes copains, c'est de la même hauteur, donc fais attention». Le pire que j'ai eu, je crois que c'est mon deuxième qui m'a mordu, la partie intime quand j'étais en Ah, caleçon. Il a pris ah c'est la première fois que je l'ai poussé, la seule fois que je l'ai poussé, je pense. C'est le réflexe animal, quoi. ouais, c'est Tu le ça, ouais. pousses, tu as pas le choix. Tu as pas le choix et je crois que, justement, logiquement, on enregistre juste après la sortie du premier interview sur le podcast et David en parle aussi. Je sais pas si tu as eu le temps de l'écouter, toi? Parce que c'est moi qui l'ai mené cette interview. Qu'il a Non, tapé une seule j'ai fois pas eu sa le temps fille, encore, ouais. il s'est quand même mis un coup de poing, justement, au niveau de ses parties génitales, tu vois? Du Ouais, réflexe, clac. Mais mais ça tu vois, ça tu peux pas le contrôler, tu peux pas. c'est marrant que tu dises ça parce que ça m'est arrivé la semaine dernière quand on était en Espagne. Ah ouais? Où ma fille, en fait, m'a sauté dessus et elle m'a mis un coup de tête en plein entre les jambes. Et c'est la seule fois où je l'ai pris, je l'ai poussé, elle est tombée sur les fesses. Et je me suis fait engueuler par ma femme: «Mais t'es malade, mais fais attention, machin». Je fais: «Ouais, mais en fait, je peux pas prendre sur moi, c'est un réflexe». C'est un réflexe. J'étais en montagne, j'étais séché pendant 10 minutes. Alors, sujet Ouais, du jour qui n'a rien à voir avec les parties intimes. exactement. J'ai mangé avec un très bon ami à moi qui est, coach mental et formateur en entreprise. On parlait un peu des formations qu'il dispense en entreprise et notamment avec des grosses boîtes. Et il m'a cité le cas du ministère de l'Intérieur, notamment récemment, où il intervient pour parler productivité, tu vois? Avant de se rendre compte, en intervention, que les gens tournent toujours autour de la même question qui est: «Comment savoir gérer mes emails?» Lui, Ouais, il me dit: «Mais tout ça le me saoule, temps, en fait. Ça me gave, en fait. Ça fait 10 ans que je la dispense, j'en ai marre. Les gens peuvent peut-être se responsabiliser, mais en fait, c'est pas le cas». Et ça, des choses qui nous paraissent potentiellement induits pour nous parce qu'on est dans ce domaine-là, toi, moi, mon pote. Donc la productivité, gestion du temps, efficacité, j'en passe. Pour nous, les emails, c'est un acquis. Donc forcément, maintenant, on n'en parle quasiment plus. Sauf que, malheureusement, pour la majorité des personnes, les emails sont encore un problème. En termes presque d'addiction, en quelque sorte. Et c'est fait pour être addictif, comme les téléphones, les notifications, on pourra en parler aussi si jamais tu es intéressé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui perdent du temps à cause d'une mauvaise gestion des emails. Et en plus, on en parlait un peu en off avant de commencer l'échange, ces personnes-là, en fait, quand on donne la priorité à ces emails, on laisse aux autres la possibilité de gérer notre propre temps. Parce que ouais, c'est eux qui complètement. donnent le tempo de leurs demandes par rapport à notre Mmh. propre emploi du temps. Et quand on n'est pas preneur, on a déjà un élément qui s'appelle un enfant ou plusieurs éléments qui s'appellent des enfants, qui sont déjà pour court-circuiter notre capacité à gérer notre temps efficacement et à prendre des décisions. Parce que tu es le matin, bah, c'était le cas ce matin, moi je bossais tranquillement, 7h moins 10, mon fils se met hurler, hop, bah, j'arrête de bosser. Pas le choix. C'est lui qui prend le contrôle de mon emploi du temps. Donc, Mmh. si en plus de ce contrôle-là, qu'on ne peut pas gérer par contre les enfants, c'est différent. On ne peut pas mettre des bloqueurs d'enfants, ce serait génial, mais non. Les emails, on peut le gérer.
Donc, on peut empêcher de mettre une couche supplémentaire de trucs qui prend ton temps, qui contrôle ton agenda pour réellement être efficace quand on peut être efficace. Et c'est le sujet justement que je voulais amener aujourd'hui avec toi sur le tapis, la gestion des emails et vraiment cette addiction qu'on peut avoir et les solutions qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Est-ce que tu veux Ouais, commencer, Quentin? c'est franchement, c'est vraiment un sujet passionnant parce que, tu vois, comme tu le dis, moi, je fais des interventions en entreprise aussi et c'est c'est con, hein, mais les trucs que je répète systématiquement et qui pour toi, pour moi, pour beaucoup de personnes sûrement même qui nous écoutent sont peut-être des acquis, Ouais. mais qui ne le sont pas, c'est email et hydratation et mouvement. C'est Mmh. le Oui. trio infernal. À chaque fois, c'est: «Ouais, mais comment je fais? Moi, je suis tout le temps fatigué, j'ai un coup de barre, après manger». «Ah, mais ça fait combien de temps que tu t'es pas levé? Est-ce que tu as assez bu? Je finis toujours la journée, j'ai mal au crâne. Est-ce que tu as assez bu?» Et tu vois, par rapport aux emails, c'est un sujet récurrent qui revient tout le temps, de dire: «Ouais, mais moi, je communique, avec mes collègues, uniquement par email». Moi, je me souviens, avant, d'être, heu, d'être coach, je travaillais dans la banque et j'ai fait un passage de 2 ans où j'étais au siège et j'étais connu pour être le seul mec qui allait voir les gens. Tu vois, j'envoyais un mail quand j'avais besoin de me baquer, quand il Mmh. fallait qu'il y ait une trace écrite, que machin, mais pour les trucs à la con, j'étais au 2e étage. Quand j'avais besoin d'aller voir quelqu'un et ben, je prenais mes jambes, je faisais 5 minutes de marche, j'allais voir quelqu'un au 4e, j'allais voir quelqu'un au rez-de-chaussée. Ça me faisait bouger, c'était bien, ça me sort de mon bureau et en plus la personne, je l'ai en face de moi et je lui parle. Et ça t'évite d'avoir des mails à la con qui te polluent et d'attendre des réponses, en fait. Et Mmh. tu vois, tu parlais surtout des emails, au niveau productivité, organisation, que ça te fait perdre du temps. C'est sûr que les emails, ça te fait perdre du temps. On est pollué par des emails qui servent à rien. Franchement, 70 des emails, je pense qu'on reçoit personnellement et professionnellement ne servent à rien. Oui. Mais plus que ça, c'est une source de stress et d'anxiété. Parce que ça te met, comme tu le disais, en réactivité à ton environnement. Tu es en attente de réponses des autres. Tu es Mmh. en attente, en fait, des instructions que les autres veulent que tu fasses, plutôt que d'être en proactivité avec ton quotidien. Et ça, c'est un énorme sujet de stress et d'anxiété aujourd'hui. Et tu parlais des notifications. Effectivement, on peut élargir le débat aux notifications en général. Mais pour l'instant, on va Mmh. peut-être se concentrer sur les mails. Ouais. Et en plus, j'ai envie de dire, voilà, pour, ouvrir un peu le sujet aussi, mais, également ouvrir la réflexion. Une question à poser de façon générale aux personnes que j'accompagne par rapport à ça à mon niveau et que je pose du coup à l'auditoire et à toi aussi Quentin potentiellement. Quelle image en fait renvoie une personne qui répond immédiatement à un email qu'elle reçoit? Est-ce que c'est une image de C'est- productivité, de contrôle? Ou une personne ouais, qui est attentiste, justement, qui va être réactif? Mais la réactivité n'est pas une qualité aujourd'hui. Ça mais montre en fait le mec qui est devant son je- écran je constamment et qui est pense prêt à que rebondir au moindre message qu'il reçoit, quoi. Et pour moi, c'est pas une image positive qu'on renvoie en étant réactif par rapport à ces emails, à l'inverse. ouais, après, tu l'abordes sous ton spectre, et j'ai le même, hein, j'ai exactement le même. Mais c'est vrai que quand tu es en entreprise, moi, c'est des sujets que j'ai eus, pas plus tard qu'en décembre, quand j'étais à Luxembourg chez des clients. Quand tu abordes le sujet des mails, et de la réactivité, c'est vu comme une qualité en entreprise, comme le perfectionnisme, tu vois? C'est vu comme une qualité. Alors que moi, ce sont des choses, sous mon spectre entrepreneurial d'indépendant, qui sont pas des qualités. Non, Le ce sont des perfectionnisme, défauts ça pour moi, ouais. Mmh. ça empêche la vélocité. Hem, la réactivité, ça empêche la concentration. Alors pour moi, c'est un élément fondamental de mon business, c'est d'arriver à être concentré, à être productif. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand tu reprends un bouquin qui a plus de 80 ans, enfin, c'est même pas un bouquin, c'était, Dale Carnegie, je pense que tout le monde, le connaît. Il a écrit, Comment se Comment faire des amis? faire des amis et tout. Hem, il s'inspirait beaucoup, ah non, non, c'est même pas ça, je me plante complètement. C'est, Napoleon Hill qui OK, avait, interviewé, Andrew Carnegie. Donc, tu sais, dans OK. Réfléchissez, devenez riche, Le classique. c'est vraiment un des, Andrew Carnegie est un exemple central. Et je me souviens d'avoir vu un papier, hors de ce livre, où en fait, Andrew Carnegie, explique, au Sénat des États-Unis qu'il avait poursuivi, parce qu'à l'époque, en fait, c'était l'homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, si on transposait sa richesse, il y a une centaine d'années à aujourd'hui, il aurait pesé 380 milliards de dollars, un truc comme ça. Et le Sénat, à l'époque, ne comprenait pas comment un individu pouvait être aussi riche. Donc, pendant des années, il l'avait, poursuivi, étudié, pour voir s'il n'y avait pas des magouilles. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, absolument pas. Et à un moment, par curiosité, le Sénat, lors d'une audience, lui a demandé: «Mais comment est-ce que vous avez réussi à amasser autant, dans une vie humaine?» Il avait dit: «En fait, j'ai la capacité à me concentrer plus de 5 minutes d'affilée sur une seule chose».
Et du coup, il y a Et 80 à 100 ans en arrière. ouais, c'est ça. Il y a 80 et tu imagines aujourd'hui, effectivement? Voilà, c'est pour ça que Et je fais le parallèle, ouais. déjà à cette époque, le Sénat, a priori, avait rigolé, dans le sens c'est un vieil extrait de journal, j'ai plus la source. Je l'avais lu, c'était hyper intéressant. Et le Sénat avait rigolé. Et en fait, Andrew Carnegie les avait mis au défi en disant: «Je vous mets au défi de vous concentrer 5 minutes intensément sur un sujet». Personne n'y arrive. Et aujourd'hui, c'est encore pire, quoi. Aujourd'hui, tu vois, j'avais fait un sondage l'année dernière à la con sur LinkedIn, en disant: «Combien de temps êtes-vous capable de vous concentrer sur une seule tâche sans être interrompu?» Ce qui était intéressant, c'est que j'avais regardé effectivement les différents temps. J'avais mis, plus de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, entre 10 et 15 minutes et plus de 20 minutes. Quand tu arrives à te concentrer plus de 20 minutes sur une tâche et que tu maîtrises assez bien ton niveau de concentration aujourd'hui. Heu, il y avait un gros paradigme entre les entrepreneurs et entre les salariés. Les salariés dans les grosses boîtes, souvent, c'était, je peux pas me concentrer plus de 5 minutes sur un sujet sans être interrompu par un email. Mmh. Mais en fait, tu es pas interrompu par un email, tu te laisses interrompre par un email. Tu es pas interrompu par quelqu'un qui rentre dans ton bureau. C'est que tu as pas posé les règles de base de dire: «Si j'ai mon casque, vous me coupez pas. Si la porte est fermée, vous me coupez pas. Si vous avez un truc important à me dire, vous venez me voir». Mettre certaines règles. Mais en fait, tu vois, il y a une espèce de culture, heu, induite dans le milieu des grosses entreprises où tu dois être réactif. Ça fait de Mmh. toi quelqu'un qui est, tu sais, aux 400 coups, qui est tout le temps là, qui est tout le temps dispo et c'est bien. Mais en fait, ça défonce ta productivité. Et là, en plus, ça ouvre le sujet, d'un élément vraiment important, qui est le fait que les gens ne savent pas organiser leur bureau. Donc à la Mmh. fois physique et informatique. Parce qu'effectivement, en fait, la concentration, comment ça se passe? Il faut savoir que la concentration porte là où le regard porte. Tu vas pas en fait, tu es devant ton écran, c'est un coup tu regardes la fenêtre, tu vois un oiseau, ta concentration va être dilapidée par l'oiseau, ce qui est logique en tant que tel. Donc ton ordinateur, si devant toi, tu as ton bureau pardon, ton téléphone qui ne fait que vibrer, que s'allumer, des notifications d'email ou autre, constamment ton regard va dévier du travail que tu fais actuellement. Donc Mmh. forcément, tu vas directement interrompre la tâche que tu fais, cognitivement parlant, je veux dire. Et ça, en plus, ça a un coût qu'on appelle le switch cost. En fait, quand on travaille, il faut savoir, donc sur une tâche précise et donnée, qu'on va activer un certain circuit neuronal pour faire la tâche en question, qui est spécifique. Dès qu'on va changer de tâche, pour prendre son téléphone après une sonnerie, pour regarder ses emails pour voir s'il n'y a pas de nouvelles, pour regarder dehors s'il n'y a pas un oiseau qui passe, et j'en passe, on va du coup changer de circuit neuronal. Parce que le travail demandé au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau moteur sera différent. Donc forcément, les circuits ne seront pas les mêmes. Sauf que le cerveau, pour faire ce changement-là, va dépenser de l'énergie. C'est Mmh. comme s'il allumait une branche pour rallumer une seconde branche. Et comme une voiture en quelque sorte, une vieille bagnole, un vieux diesel, il faut démarrer cette branche. Tu pas efficace immédiatement. Donc tu as une grosse combustion d'énergie qui se perd à ce moment-là, ce qui fatigue au fur et à mesure de la journée. Et plus on va être fatigué, plus le cerveau aura du mal à se concentrer. Du coup, on rentre dans un cercle vicieux où en fait, tu as des concentrations, tu as des déconcentrations. Parce que le cerveau, plus il est fatigué, plus il va à la simplicité. Et la simplicité, c'est quoi? C'est pas bosser sur un rapport, c'est pas faire un devis pour un client, c'est pas répondre à un email complexe, c'est jouer à Candy Crush. Ça, c'est la Mmh. simplicité. Il y a rien à faire. C'est aller sur Instagram ou sur TikTok. D'ailleurs, pourquoi TikTok fonctionne aussi bien? Pourquoi ça commence à dépasser YouTube? Parce qu'au final, sur YouTube, quand tu y vas, tu dois faire un choix de vidéos. Tu as plusieurs vidéos qui se proposent, qui se présentent à toi, tu dois choisir. TikTok, on t'impose directement. Il y a Mmh. zéro barrière à l'entrée, donc zéro perte d'énergie. Et la seule action que tu as à faire, c'est scroller vers le haut ou vers le bas. Donc forcément, entre un TikTok et un travail complexe au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau de ce que tu veux, il y a pas photo, le cerveau ira sur TikTok naturellement. Si tu laisses la possibilité d'y aller, encore une fois. Par contre, si tu retires ton téléphone du champ visuel ou sinon si tu fais comme dans une formation que je propose moi qui s'appelle anti-procrastination, si tu achètes une boîte à cookies hermétique qui se ferme avec un cadenas et avec un minuteur. En fait, tu mets ton téléphone dans la boîte, tu mets un temps donné, donc ton temps de travail et la boîte devient hermétique et inouvrable. Forcément, tu enlèves le stimuli, donc tu ne peux que, je recommence, te concentrer par rapport à ton travail. Donc oui, maîtrisez votre environnement, plus que votre routine. L'environnement, c'est la base de tout. L'environnement vous détermine. On l'a vu ensemble plusieurs reprises sur le podcast, notamment grâce aux effets Pygmalion et Golem. Quand une personne te perçoit mal, ça va baisser ton niveau d'efficacité, de productivité, ta confiance en toi. Si elle te Mmh. perçoit bien, ça va être l'inverse, ça va te les monter. C'est pareil pour tout ce qui vous entoure. Si vous avez constamment une distraction à portée de main, à portée de vue, à portée d'oreille aussi. Parce que des collègues qui parlent à côté de vous, un bureau qui est pas assez, isolé, j'en passe. Forcément, ça va vous distraire. Même inconsciemment, ça va vous distraire, vous serez moins efficace et moins productif et pour les emails, c'est exactement la même chose.
Ouais, tu vois, tu dis à portée de main, à portée de vue, à portée d'oreille. J'élargirais même à portée de perception en général, parce qu'il y a une étude super intéressante que j'avais vue Oui, il y a oui, bien peut-être un sûr. ou 2 ans, sur le fait que qui démontrait que rien que le fait d'avoir ton téléphone dans ta poche, Oui, réduisait ta je vois capacité l'étude. de concentration, mais c'est un truc de malade, j'ai plus les chiffres, mais je vais te donner pas une fourchette, mais un râteau, c'était entre 40 et 60 de baisse d'attention. Mmh. Juste le fait d'avoir, le téléphone dans la poche, et ça, on l'a tous eu, tu vois? Cette vibration fantôme. Bien sûr, mais ça a un nom d'ailleurs, hein, je l'ai plus, mais ça a un nom, ça Ouais, s'appelle je l'ai maintenant. plus en tête, mais cette vibration fantôme est justement hem, est liée au fait que tu attends constamment Mmh. une notification. Ton cerveau, le circuit de récompense de ton cerveau attend ce petit shot de dopamine, de se dire: «Tiens, vibration égale, tiens, j'ai un copain, il y a quelqu'un qui a interagi avec un de mes posts, sur un réseau social, qui m'a envoyé un mail, qui m'a envoyé un SMS, qui m'a envoyé un WhatsApp», et ça d'ailleurs, tu vois, c'est un truc, heu, moi je reçois mon téléphone vibre pour 2 choses: SMS ou appel. J'ai des pastilles quand j'ai un SMS, quand j'ai un appel. Toutes les pastilles, toutes les notifications, tous les sons, toutes les vibrations, tout ce que tu veux, j'ai tout supprimé sur mon téléphone, et je comprends pas des personnes qui mettent, qui laissent on leurs notifications sur Messenger, sur WhatsApp, sur Telegram, sur leur Mmh. SMS, sur leur mail, qui laissent des pastilles de partout. Parce que ça, mais c'est le meilleur moyen de foutre ton cerveau en l'air, littéralement. Oui, Je sais pas ce que tu en complètement, penses, hein, ça, mais ça crée des pics de dopamine, constamment et de frustration potentiellement si la notification n'est pas intéressante. Parce qu'en fait, pourquoi on addicte par rapport à ça? C'est à cause d'un effet qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. La peur mmh, de passer à côté d'un élément qui peut être important pour nous. Ça, c'est un héritage évolutif comme toujours, hein, qui fait que forcément, quand on est un homme de Cro-Magnon, je vulgarise les choses bien évidemment, je fais des propos un peu simplistes, mais bon, c'est histoire de donner un peu un contexte par rapport à ça. Quand on était homme de Cro-Magnon, forcément, quand on avait plus d'informations qu'un autre, on augmentait nos chances de survie. Si on savait où était le meilleur banc pour choper des poissons, le meilleur arbre fruitier, la meilleure, prairie pour chasser, forcément, on a plus de chances de survie par rapport à un autre individu qui lui n'avait pas ces informations-là. Et du coup, ce comportement-là, on l'a conservé. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient ce trait de caractère-là, en quelque sorte, se sont reproduits plus que les autres qui, eux, mouraient. Donc forcément, ça a perduré au fil du temps, au fil de l'évolution. Aujourd'hui, on mmh, en hérite. Et aujourd'hui, ce comportement-là est détourné par des neuromarketeurs pour créer des Facebook, pour créer des Instagram et notamment pour créer des fameuses petites pastilles rouges, comme tu l'as très bien dit. Et c'est exactement comme au casino, ces pastilles rouges. C'est le même mécanisme psychologique, c'est-à-dire que c'est un élément qui est aléatoire. Donc on ne sait mmh, pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ou une nouvelle inutile. Et forcément, le cerveau qui à nouveau ne veut passer à côté d'aucune information, pardon, va se précipiter pour découvrir la nature de l'information que lui a reçue. Alors qu'au mmh, final, est-ce qu'il y a un intérêt pour faire ça? Il y a aucun intérêt. Est-ce que réellement vous pensez qu'il y a un message, une notification, une information, c'est encore pire, les informations on pourra en parler après, mais dans le monde entier qui demande à l'instant T votre réactivité, votre point de vue, votre attention? Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Et souvent, ce que je peux recommander aussi dans mes formations par rapport aux personnes que j'accompagne, par rapport aux emails, c'est de mettre un message automatique dans sa signature en disant: «Je ne traite mes emails que X fois par jour, à telle heure ou X fois par semaine». Moi, c'est 2 fois par semaine, pas plus. Et en mettant simplement: «En cas d'urgence, appelez-moi». Sans laisser le numéro de téléphone. Pourquoi c'est intéressant? Parce que comme ça, on va filtrer naturellement les gens qui peuvent vous contacter directement. Seuls les gens qui auront votre numéro de téléphone pourront vous perturber et vous déranger. Et logiquement, ces gens-là sont les gens qui ont de l'importance pour vous. Et dont le message, effectivement, là peut être important, contrairement au premier venu qui vous démarche rapidement pour proposer des choses, pour vous demander un service qui n'a aucun intérêt pour vous. Donc, filtrez les gens un maximum. Ne laissez pas les gens directement guider votre vie. C'est mmh, super important. Comme tu le dis, moi j'ai zéro notification à part WhatsApp. Parce que j'ai que 2 personnes avec qui j'écris, bah 3 avec toi du coup, à savoir ma compagne, mon meilleur pote et toi pour parler business généralement et c'est quasiment tout, quoi. J'ai un Telegram qui fonctionne, mais genre un contact actif dessus, donc j'ai un message tous les 36 du mois. Mes SMS ne sonnent pas. Mais, j'ai pas d'email sur mon téléphone. J'ai rien sur, j'ai pas Instagram d'ailleurs. J'ai Twitter, mais rien n'est disponible. Pareil pour LinkedIn. Et en plus, j'ai même poussé le vice récemment, grâce à mon ami Julien Guegnat du site Organisology, qui m'a fait découvrir une super application que je vais montrer à l'écran pour les gens qui nous regardent, qui s'appelle OneSec. Parce que même sur notification, alors je pense que ça t'arrive à toi aussi Quentin, on a tendance à vouloir voir ce qui se passe. Toi, j'ai un mmh, petit temps mort, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur Twitter, je vais voir un peu les news. OneSec permet quoi? Permet de faire ça. Donc là, pour les gens effectivement qui nous écoutent seulement, je le décrirai après. Hop, je clique sur LinkedIn, tac, et automatiquement, ça me marque en fait, ça remet
une caméra frontale pour que je puisse me voir et c'est marqué juste respire. Ça bloque l'écran, après c'est écrit regarde-toi. Et est-ce que tu veux, donc là j'ai ouvert LinkedIn 5 fois en 24 heures, comme c'est écrit à l'écran. Et maintenant que tu as Mmh. fait ça, du coup cette notion de respiration, de prise de recul par rapport à toi-même, est-ce que tu veux, oui ou non, poursuivre sur le réseau social? Donc là on va Ouais, c'est mettre trop oui, bien ça. on va mettre oui. Et quand je mets oui, ok, pourquoi tu veux poursuivre? Parce que, donc là je suis à l'envers, hein, c'est pas très pratique, mais je vais le dire comme ça. Parce que tu t'ennuies, parce que tu es stressé, parce que tu es fatigué, parce que tu procrastines, parce que tu es anxieux, parce que tu es triste, parce que tu peux pas dormir, parce que tu es au WC. Ça En crée fait, une tu dois énorme te friction, en justifier fait. en plus. Tu dois te ouais, c'est en fait, Mmh. tu rajoutes de la friction un maximum. Donc tu peux garder ce réseau sur ton téléphone, mais moi, ça m'a considérablement retiré l'envie, en fait, de faire ça et ça retire l'automatisme de se dire: «OK, j'y vais», sans même en avoir conscience. Ça crée un Mmh. pattern interrupt. Ça rompt Ouais. la chaîne, en fait, tout simplement, en te disant: «OK, tu es sûr de ce que tu veux faire, mec. Est-ce que c'est toi Mmh. qui contrôle?» Donc on va dire la partie logique de ton cerveau, ton cortex préfrontal, ou est-ce que c'est ton système limbique qui, lui, c'est plus dans l'émotion, plus dans la spontanéité, plus dans le côté économie d'énergie? Qui prend le lead? La rationalité ou l'émotionnel? Ouais, c'est intéressant ça. Et c'est un OneSec. super logiciel, OneSec. Ouais, en plus, c'est gratuit. Bon, forcément, moi, j'ai pris la version payante comme d'habitude pour des gadgets à la con parce que je suis comme ça. Mais ouais, c'est gratuit de base, donc One comme One, Sec, SEC pour dire second. Donc c'est une Ah, c'est très bonne trop bien. application que je ne peux que vous recommander. Ouais, tu vois, même moi, ça va m'être utile parce que maintenant, j'ai vraiment switché, mon système de communication. Comme je te disais, je suis beaucoup moins sur LinkedIn et beaucoup plus sur Instagram. Ouais. Et Instagram, tu as beaucoup plus d'interactions. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre un peu maintenant en réflexe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas mon téléphone ici. Je sais même pas où il est. S'il est là-bas, sur le bureau, debout. Donc maintenant, je fais exprès de mettre mon téléphone loin de moi pour Mmh. pas avoir ce réflexe de dire, «Tiens, je vais finir, l'enregistrement avec Jérémy, je vais prendre mon téléphone juste 2 secondes pour checker un peu». Parce qu'au final, ça te fait partir ton cerveau dans tous les sens, ça tu parlais de la gestion de l'énergie, des décisions que tu prends et tout, ça c'est il y a ton niveau de volonté. Tu vois, le fait de passer d'une tâche à une autre, ça Mmh. te bouffe de l'énergie et plus tu la grilles rapidement, moins tu as de volonté et cette volonté, au final, à répondre à tes emails, à tes notifications, à être en mode réactif, à longueur de journée, ta volonté, c'est un peu comme un réservoir d'essence, tu en as une certaine dose le matin, tu grignotes dessus toute la journée. Plus vite elle est grignotée, plus vite tu vas être, en roue libre avant le Mmh. soir. Donc tu vas pas aller au sport, tu vas mal manger, tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas chiller justement sur les réseaux sociaux et faire des choses qui vont à l'encontre de tes objectifs et et tu vois, ça me fait penser à, tu sais, par rapport à la concentration ou les messages que sûrement toi tu as eu, que moi j'ai eu, que nos profs nous ont prodigués, que nos parents nous ont prodigués quand on était gamin. Dès que tu perds ton attention, de dire: «Tu peux pas juste te concentrer. Allez, fais preuve d'un peu de volonté». Oui. Et sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Quand tu arrives en fin de journée, que tu as grillé ta réserve de volonté, tu peux te dire autant que tu veux: «Allez, je me je me contrôle, je fais preuve d'un peu de volonté». Mais il y a plein de recherches qui ont été menées justement là-dessus, sur le fait que ta volonté, une fois que c'est épuisé, c'est épuisé. Et ton seul rôle, en fait, c'est de gérer ton énergie et de gérer ton réservoir de volonté au fur et à mesure de la journée. C'est super intéressant ça. J'ai fait un post LinkedIn par rapport à ça, mais plus au niveau énergie, en fait, que volonté. Hem, En faisant un parallèle. Est-ce que les gens attendent d'être sur la réserve de leur voiture pour faire le plein à chaque fois? Je pense Pas du pas. Tu tout. attends pas d'être à 0 kilomètre. Ça m'est arrivé une Ouais, fois, c'est d'ailleurs quand je rentrais du boulot. c'est là le paradoxe, hein. J'étais encore salarié, tout d'un coup, je prends la voiture, je démarre la voiture de fonction. Il me restait, je crois, 5 kilomètres d'autonomie. Prochaine station dans 5 kilomètres et j'atteins le stade, première fois que ça m'arrive, où j'avais une autonomie de 0 kilomètre en voiture. Là, tu es pas serein du tout, hein Ah, là et du là, coup, tu j'étais un peu transpires, tu là. te dis: «OK, là, je vois la station, elle est face à moi. Je prends un gros élan au cas où avec la voiture, au pire, je suis en roue libre. On verra si ça se tente ou pas». Au final, j'ai réussi à le faire, mais bon, peu importe, c'est pas ça, le sujet initial. Simplement pour vous dire, en fait, programmez vos pauses. On l'a déjà dit à plusieurs reprises et le podcast «Tu jeune, il est récent», mais on le répète très souvent parce que c'est important. Programmez vos pauses. N'attendez pas d'être lessivé, rincé pour prendre une pause. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que si on fait le parallèle de la voiture, quand on attend d'être sur la réserve, déjà on l'abîme, la voiture, ça a été prouvé, ça a été démontré, pour le corps humain c'est pareil et en plus ça coûte cher au final, en argent en l'occurrence. Pour le corps humain, c'est pareil. Plus vous allez attendre, plus ça va coûter cher pour recharger les batteries. Cher, comme tu l'as dit, en motivation, en volonté, en productivité, en capacité à se concentrer, à pas succomber par rapport au téléphone portable. Ce sont des coûts qui paraissent légers, mais qui sont directs comme entrepreneur. Parce que tous ces coûts-là, qu'est-ce que ça fait? C'est de l'argent qui est perdu. Directement, de l'argent perdu parce qu'on ne travaille pas assez efficacement, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Donc, prenez des pauses régulièrement avant que le niveau baisse, le niveau d'énergie, hein.
j'entends, baisse à son maximum. Parce que ça ne marche pas, en plus, ça vous épuise. Littéralement, ça Mmh. flingue votre organisme, votre cerveau. Donc juste programmer des pauses et respecter ces pauses. Moi, sur mon agenda en time blocking, qui est une méthode vraiment que je recommande, à tous mes clients, heu, est écrit dessus mes temps de marche, donc mes temps de pause. C'est marqué, c'est balisé comme ça, je ne mets pas de rendez-vous dessus, je ne mets pas de tâche dessus, c'est marqué. C'est écrit noir sur blanc, je ne peux pas déroger à cette règle-là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais marcher. Si vraiment le temps est vraiment horrible, je reste dans mon bureau, je m'étire, je fais un peu de sport, je mets à la fenêtre pour respirer l'air frais, mais je me mets pardon, en mouvement. Sans téléphone, sans podcast, sans rien, pour couper avec le travail. Une pause, c'est pas aller sur ses emails, on l'a déjà dit plusieurs reprises, mais c'est important de le répéter. C'est pas écouter un message vocal de quelqu'un, c'est pas appeler un client. Une pause, c'est à nouveau, on contrôle, on est avec nous-mêmes, pas avec les autres. C'est un instant privilégié pour nous. Mmh. Franchement, profitez parce que vous rentrez à la maison le soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 enfants ou un seul enfant qui vous saute dessus. Vous avez plus de temps pour vous. Accordez-vous des temps seuls avec vous-même en journée et ne pensez qu'à votre gueule. C'est super Ouais, important. complètement. C'est ce que j'appelle des power breaks, c'est des pauses, en fait, des pauses pour te recharger Mmh. et j'avais cette discussion en plus avec un entrepreneur vendredi là, avec un prospect et c'est fou comme les gens mais alors Mmh. moi aussi de temps en temps, c'est pas que cette personne, c'est beaucoup de personnes raisonnent de manière binaire. Tu vois, il me dit: «Quand je suis en voiture, je réponds à tous les appels que je dois traiter. Quand, je vais me balader, je me mets un audiobook». Mais Mmh. systématiquement et je lui dis: «Mais» à un moment, en fait, on s'est levé pendant la session, je lui ai dit: «Tu sais quoi? Prends ta veste, on va aller se balader» et elle me dit et en fait, c'est le la 1re chose qu'il m'a dit, il me fait: Ouais, je t'avouerai que ça m'angoisse un peu». Je lui dis: «Bah, quoi?» Il fait: «Bah, je sais pas si j'arrive à me concentrer en te parlant, enfin en marchant». Je dis: «C'est pas grave, je te parle pas de concentration, on va juste marcher et papoter» et juste rouler comme ça et pendant qu'on marchait, je lui disais: «Tu sais, faut pas raisonner de manière binaire en te disant, quand je te dis, d'aller te balader 10, 15 minutes, même 30 minutes ou des fois d'aller faire une rando, de pas écouter d'audiobook, de machin». Lui, la première chose sur laquelle il a tiqué, c'est de se dire: «Attends, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire qu'il faut que j'arrête les audiobooks?» Je dis: «Non, moi aussi j'adore aller courir des fois avec un audiobook, aller au sport avec un audiobook, Mmh. mais pas tout le temps». Il y a des moments, je suis à la salle, j'ai pas de musique, j'ai rien, je parle à Mmh. personne. Le but, c'est pas de faire rentrer de l'information. Je vais aller me balader, des fois, je vais écouter un podcast, mais des fois, je vais juste rien faire. Ça dépend du type de pause que tu fais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu fais une pause pour te changer les idées ou est-ce que tu fais une pause pour recharger les batteries? C'est pas la même dynamique. Ouais. Aller marcher 15 minutes sans bruit, sans sollicitation, sans téléphone dans la poche, sans podcast, sans rien du tout, ça fait un bien fou et ça permet à ton cerveau de ralentir, à ton esprit de ralentir et en fait, c'est ce dont tu as besoin. C'est des fois de faire des temps, où tu vas temporiser Mmh. pour mieux repartir. Et on vous demande pas d'arrêter du jour au lendemain. Allez-y progressivement. Moi, comme tu le sais, j'étais en stage, la semaine dernière, une semaine pour une formation où je suis sur 2 ans et j'ai fait des bains froids là-bas et l'instructeur, l'ami à moi, Pierre Dufraisse, a dit un truc très juste et super intéressant. L'idée, c'est pas de viser un temps, un objectif. Ça sert à rien parce que quand on est fatigué, quand on est en forme, avec des enfants, une bonne nuit, on a bien mangé, mal mangé, le temps va forcément changer. La perception sera pas la même. Donc lui parlait de cette notion de repousser des murs d'adrénaline. En Mmh. fait, tu es dans le bain froid et quand tu te dis: «OK, là, je veux sortir», tu te dis: «Non, j'attends de passer 5 fois cette information-là avant de sortir réellement». Au bout de 5 fois, là, je m'accorde le fait de sortir. Si tu as passé une très bonne nuit, tu es en forme, tu as bien mangé et cetera, potentiellement, ça va durer 10 minutes. Si tu as passé une nuit catastrophique, potentiellement, tu auras ces 5 fois qui vont survenir en 30 secondes. Mais tu auras repoussé ton niveau actuel d'adaptation. Pourquoi je parle Mmh. de ça? Parce qu'au niveau du téléphone, ça peut être la même chose. Vous sortez dehors avec votre téléphone, idéalement ne le prenez pas, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'à nouveau, on revient à ce qu'on a dit précédemment, l'attention porte là où le regard porte. Si le téléphone est dans la poche, l'attention va porter ici, c'est naturel avec les vibrations fantômes et j'en passe comme on l'a évoqué précédemment. Mais si jamais vous avez votre téléphone sur vous pour quelconque raison, attendez potentiellement de passer 5 fois où vous souhaitez le prendre, pour le prendre réellement et pour écouter un audiobook. La prochaine fois, faites 6, puis 7, puis 10. Potentiellement, vous sortirez d'une réunion épuisante. OK, bah, 5 fois vont arriver en 5 minutes. C'est OK. Prenez le téléphone, écoutez une vidéo, relaxez-vous comme ça. C'est très bien. Ou potentiellement, vous avez reçu une super réunion qui a été efficace, vous avez signé un super deal, vous êtes plein d'énergie et ça va durer 20 minutes pour avoir ces 5 fois-là. Et là, vous le prenez. Comme ça, on Mmh. change, on n'est pas sur la métrique de temps qui ne veut rien dire. Moi, c'est une métrique plus de ressenti personnel et de se dépasser pardon, soi-même. Parce que des fois, pour vous, ce sera très simple de tenir 10 minutes, des fois, ce serait très compliqué. Donc pourquoi allouer constamment une durée de 10 minutes qui, au final, n'est pas une représentation réelle de vos ressentis, de vos besoins?
Je sais pas Mmh. si, ce que tu en penses Quentin de ce switch-là un peu qu'on peut faire? J'y avais jamais pensé sous cet angle-là et je te remercie d'avoir partagé parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Tu vois? Plus ça va, moi, plus j'en ai marre de cette notion de il faut tout mesurer, Des il faut tout dogmes? chronométrer. Mmh. C'est de dire, voilà, il faut tout, absolument tout millimétrer, tout mesurer avec des temps, des timings, des machins. Alors que moi, en fait, tu vois, de plus en plus, je me dis, le nerf de la guerre, c'est d'apprendre à gérer sa frustration. Oui. Et ça, c'est un super bon outil pour apprendre à gérer sa frustration. Mmh. Tu vois, c'est un levier de performance qui est largement sous-évalué, la capacité à gérer sa propre frustration. Car quand tu te dis, OK, là, il y a un truc qui se passe en moi, il y a un truc qui me frustre, que ce soit un truc que tu veux acheter que tu ne peux pas acheter, un truc que tu veux faire que tu ne peux pas faire, un truc que tu aimerais faire que tu ne peux pas faire. Euh, et ben, apprendre à vivre avec cette frustration, c'est une bonne chose. Et ce que tu disais, justement, raisonner par des paliers, comme ça, de se dire j'ai envie de sortir, mais je me frustre un peu, non, j'y vais. Pour moi, ça muscle aussi ta frustration, ta capacité à rester Complètement. frustré. Mais rester frustré, pardon, pas dans le sens, c'est une bonne chose, mais dans le sens, tu apprends à gérer ça. Tu apprends à faire avec. Mmh. Et c'est comme ça, au final, que tu développes un muscle, c'est en faisant des répétitions. Et même par rapport aux enfants, du coup, ça peut enlever des frustrations ponctuelles qu'on peut avoir aussi. En Mmh. fait, à nouveau, on s'entraîne à gérer le muscle, comme tu as dit, de la frustration. À se dire: «OK, c'est pas grave, je relativise». Donc ouais, c'est un super Mmh. exercice à faire de raisonner non plus en temps et là, du coup, je vais citer un coach sportif, dont malheureusement le nom m'échappe, qui dit alors je suis pas sûr d'avoir précisément la bonne formulation, mais qui dit qu'un indicateur est un très bon outil jusqu'à qu'il devienne un objectif. Mmh. Mesurer les choses, c'est bien, mais quand ça te transforme en objectif à atteindre, souvent, c'est là que ça devient délétère. Parce qu'à nouveau, on peut se couper de signaux importants par rapport à notre corps, par rapport au contexte, par rapport à l'environnement, qui vont influencer sur la capacité à atteindre l'objectif. À nouveau, on parle de fatigue, on parle d'imprévu, on parle d'enfant, on parle de nounou qui est pas présente, et cetera. Donc forcément, quand on ne maîtrise pas tout ce que l'on doit maîtriser pour atteindre un but, on ne peut pas l'atteindre. Parce qu'on remet aux autres, comme pour les emails, c'est pareil, on y revient, la capacité d'influencer sur notre quotidien. Par contre, si la mesure en tant que telle n'est qu'un indicateur de progression, et si on s'écoute plus justement, là on maîtrise. Là on est en pleine possession de moyens, et là à nouveau on peut gérer la frustration efficacement, intelligemment, sans s'épuiser. Parce qu'à nouveau, vous avez passé une nuit compliquée, un client vous plante, vous loupez un deal et j'en passe, et là vous vous dites: «OK, je vais écouter Jérémy Quentin, je vais faire un tour sur mon téléphone». Ouais, potentiellement, vous allez vous épuiser encore plus à vouloir prendre votre téléphone, à se dire: «Non, je le prends pas, je le prends pas, je le prends pas». Vous allez rentrer au bureau, ça va créer une perte d'énergie supplémentaire et moins d'énergie à nouveau à allouer à la productivité, au fait également de vous retrouver en forme par la suite pour être à nouveau efficace et pour rebondir. Parce que à nouveau, vous êtes déconnecté potentiellement des ressentis de votre corps et de ses besoins. Ouais. Tu parlais de time blocking, tout ça Ouais. et en fait, c'est exactement le sujet, tu vois? Quand je parle de créer des systèmes, de créer des process, de créer des structures dans sa vie. Ça paraît anxiogène et j'ai eu le cas il y a pas très, très longtemps, il y a 10 jours, là, j'ai fait un séminaire avec des entrepreneurs et quand je leur montrais justement mon agenda qui est complètement time bloqué, où j'ai, Mmh. comme toi, là où je vais faire du sport, là où je vais manger, là où je dois écrire, là où je dois créer du contenu, là où je dois enregistrer mes podcasts, les parties où je vais coacher, mais aussi à quelle heure je rentre à la maison avec la famille, comme ça je sais que personne ne peut me prendre ce temps, et tout est alloué, et 3 fois par semaine, j'ai un créneau de 30 minutes pour mes emails. Ils disaient, mais en fait, t'es un robot. Et je dis, non, en fait, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe plutôt que ça m'intéresse, c'est de pas reposer uniquement sur ma motivation et ma volonté. Mmh. C'est de créer en fait des systèmes qui vont m'aider à économiser mon énergie, économiser ma charge mentale, économiser ma volonté pour des choses qui importent vraiment. Effectivement, quand tu es tout le temps en train de te dire: «Il faut pas que je prenne mon téléphone portable, il faut que je mange mieux, il faut que je fasse ci, ou il faudrait que je fasse ça, ou il faudrait que je passe plus de temps avec mes enfants, il faudrait que je sois plus concentré sur mon business». Mais en fait, tu tournes à ta volonté, et ta volonté, c'est comme on l'a dit plein de fois avec Jérémy, c'est un réservoir fini. Tu peux pas l'étendre. Donc en créant des systèmes, que ça passe par du time blocking, par d'autres choses, à prendre des habitudes, à bien gérer ta frustration, ta volonté, tu peux la garder plus longtemps pour l'utiliser dans les choses qui comptent pour toi. Développer ton business, prendre de bonnes décisions et être en réponse, par exemple, à ton environnement et non plus en réactivité à ton environnement. Et ça, tu as besoin de ta volonté pour ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Alors, par rapport à plusieurs choses, déjà par rapport aux notifications, forcément, si le téléphone ne fait que sonner, ça va puiser votre volonté pour ne pas le prendre. Très clairement. Par contre, s'il n'y a pas de notification, effectivement, ça devient transparent, du coup, la volonté reste. Et effectivement, je te rejoins à 100% par rapport à cette notion de volonté, il faut savoir où la mettre.
ou les mettre intelligemment. Moi, je fais de la musculation depuis maintenant 14 ans. 14 ans et j'y vais depuis 14 ans entre 3 et 6 fois par semaine, toi. Alors soit à la salle, comme c'était dit avant, soit maintenant dans ma salle personnelle que j'ai chez moi. Pourquoi je parle de ça? Parce que maintenant, j'ai 2 enfants. J'ai, un business à faire tourner, potentiellement un deuxième business en cours. Je suis prestataire également pour, plusieurs, clients pour les accompagner sur leur business à eux. J'ai de l'immobilier, j'ai une compagne qui a son propre business que j'essaie de digitaliser et cetera. Bref, beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Parce qu'à nouveau, des enfants, des impératifs et du sport. Parce que je fais 6 fois du sport par semaine parce que c'est essentiel pour moi, c'est une priorité pour moi. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que j'avais atteint un stade où en fait la musculation, ça me plaît toujours. J'aime pousser des barres. J'aime ce moment un peu de méditation, d'introspection qu'offre la musculation, de dépassement, d'être seul avec soi-même et cette notion aussi de progressivité parce que c'est un des seuls sports où on peut concrètement voir sa progression jour après jour. Je parle pas de physique, je parle de données pures là cette fois-ci. Alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on a dit précédemment, j'en ai conscience, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne moi par rapport à la musculation. En fait, j'avais atteint un stade, il y a maintenant un an, où je faisais le minimum syndical. Je m'entraînais, mais juste pour m'entraîner, toi. Du coup, quand tu passes les 30 ans, tu t'entraînes plus spécialement pour prendre, mais plus pour ne pas perdre. Donc quand tu stagnes, au final, tu ne stagnes pas, tu perds. C'est logique. S'il y a plus de progression, il y a forcément une régression. Et là, je me suis dit, en fait, intelligemment, je me suis dit, «La musculation, c'est plus ta priorité. Tu aimes toujours ça, mais la priorité, c'est quoi? C'est le business à l'heure actuelle. Donc tu as plus la motivation à consacrer à la motivation parce que toute ta motivation passe principalement dans ton business. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un coach. Pourquoi j'ai pris un coach? Parce qu'en fait, maintenant, je me tais. Je ferme ma gueule, je suis vulgaire, désolé, j'exécute ce qu'il me dit et je rends des comptes. Et maintenant, Mmh. j'ai plus à réfléchir. Je réfléchis plus à ma diète, plus à mes séances, plus au poids, plus aux répétitions, plus au nombre de séances et en plus, ça m'engage. Des fois, j'ai pas envie et cetera, je me dis: «Non, en fait, il faut que je le fasse». Je suis engagé auprès de Rudy, c'est un super coach, c'est un mec que je connais, c'est quasiment un ami maintenant. Il faut que je lui rende des comptes et je dois me dépasser parce que si moi je me loupe, je vais m'en vouloir. Mais quand tu es seul, tu t'en fous de t'en vouloir, c'est pas si important que ça. Mais par contre, quand tu rends des comptes à un mec qui te fait confiance, qui dit: «Si tu peux la passer cette barre, si je te le mets, c'est que tu peux la passer», tu vas te démener pour le faire. Et c'est en ça effectivement que je délègue ma motivation pour la musculation. Parce que si je dois me motiver moi à me dépasser chaque semaine, je sais que je ne le ferai plus à l'heure actuelle. Je dis pas que je le ferai pas Mmh. demain, ni après-demain, mais je le fais plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça en fait un conseil que je peux vous donner aussi à mon niveau, c'est déléguer un maximum. Typiquement par rapport à mon autre activité, en ligne, je suis très mauvais pour communiquer sur les réseaux. Je déteste ça. Franchement, c'est pas dans ma nature. Pourtant, je sais que c'est quasiment nécessaire aujourd'hui pour se faire voir et pour du coup, forcément, qui dit visibilité, dit potentiellement plus de ventes. Donc là, à partir du mois prochain, je vais prendre un coaching sur LinkedIn individualisé qui va me coûter beaucoup d'argent, mais à nouveau, je délègue ma motivation, je gagne du temps grâce à ça et je prends une assistante pour m'aider aussi. Parce que j'ai pas la motivation de le faire. Je suis motivé pour créer des contenus, pour apporter de la valeur, ça me plaît ça. Par contre, communiquer autour, j'ai pas la motivation parce qu'elle est déjà épuisée ailleurs. Mais en déléguant, on s'ouvre plus de possibilités et on se laisse le choix de mettre sa motivation sur ce qui nous plaît réellement. Réellement, là où on a de la plus-value, là où on a de l'importance, là où on a de l'impact et du coup, on peut encore plus exceller par rapport à ça. Et par rapport au fait d'être papapreneur, c'est exactement pareil. Arrêtez de vous focaliser sur 10 000 tâches professionnelles. Vous ne pourrez pas les faire efficacement. Ou si vous pourrez, mais dans une semaine, vous serez rincé ou vous les ferez mal, ou vous serez frustré. Focalisez-vous un maximum, il faut mettre en place des systèmes par rapport à ça. Là, je passe un coucou à Seb, un ami à moi qui nous écoute et qui est bientôt papa, qui est expert en automatisation. Automatisez un maximum de choses aussi. Le plus vous pouvez automatiser, le plus vous pouvez déléguer, le plus vous serez motivé pour faire ce que vous avez à faire quand vous avez à le faire. Mmh. T'en penses quoi, Quentin? J'ai fait un peu une grande prise de parole, mais vas-y, je te laisse, reprendre la main. Je partage à 300. Garder les choses simples et prioriser. Tu vois, je te dis, je me souviens, quand je passais ma certification de coaching il y a 2-3 ans maintenant, j'étais rentré en relation avec un coach, qui, heu, qui a été un peu mon comment dire? Pas mon mentor, mais en fait, c'était un vieux psychologue, qui habite à Montréal et qui est américain, lui, pour le coup. Et tu vois, il s'appelle Gordon, il était fan de rock, il avait le t-shirt Fender, 65 ans, et barbe blanche, cheveux blancs. Pile ce que tu veux quand tu as 30 ans, c'est pour te donner des conseils, quoi. Ouais. Et en fait, ça faisait un an et demi que j'avais lancé mon business et je partais dans tous les sens. J'étais sur LinkedIn, j'étais sur YouTube, j'étais en train de lancer mon podcast, j'étais dans la rédaction de mon livre à cette époque-là. J'avais une newsletter, j'écrivais quasiment tous les jours.
Je faisais tout ça, j'essayais de trouver des clients, j'essayais de développer mon business, bosser sur mon branding, sur mon personal branding, faire du sport en plus, machin. Et j'étais en fait à 4000 à l'heure, j'étais hyper stressé. Et c'est lui qui m'avait remis les pendules à l'heure, je me souviens, lors d'un échange où il m'avait dit: «Mais Quentin, tu es quelqu'un de brillant, tu as la technique du sandwich. Ah ouais. Tu es quelqu'un de brillant, tu vas y arriver, c'est génial ce que tu fais, tout ça. Mais Par contre, tu ferais encore mieux si tu arrivais à prioriser. Et là, le seul truc que tu dois faire, mais que tu dois faire, c'est pas quelque chose d'urgent, c'est pas quelque chose, enfin si, c'est quelque chose d'urgent et d'important, mmh, c'est que tu te poses, tu prennes un papier, tu prennes un stylo, tu notes tout ce que tu fais et tu en ressors les 2, 3 priorités. Parce que si tu as plus de 3 priorités, c'est plus des priorités, c'est des choses à faire. Et tu es dans cette rat race où tu cours, où tu es tout le temps en train d'essayer de faire quelque chose pour combler ton temps. Et en fait, la priorisation et la simplification de ton business et de ta manière d'opérer, c'est quelque chose de génial et je te rejoins 100%. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'automatiser énormément de choses. Faut pas s'en priver. et Ça prend du temps au début. Il y a toujours un facteur d'inertie où tu es obligé de passer par plusieurs heures où tu vas catégoriser ce que tu fais, tu vas analyser ce que tu fais, tu vas créer les automatisations. Mais une fois que c'est fait, ça te dégage un temps monstrueux et un temps physique, mais aussi un temps mental. il y a une subtilité qui est vraiment importante ici, je pense, à évoquer, c'est la notion de système. Là, je suis en plein dessus à mon niveau. C'était un vrai switch pour moi de comprendre ça. On va parler d'argent, parce que forcément, en entrepreneur, ce qu'on veut, c'est de l'argent, de la liberté généralement. C'est les 2 moteurs qu'on peut avoir. Et en fait, souvent les gens raisonnent, en éléments à créer pour gagner de l'argent. Je crée une formation pour gagner de l'argent. Je crée une prestation pour gagner de l'argent. Sauf que le plus intelligent à faire, c'est de travailler sur des systèmes qui, eux, rapportent la finalité qu'on je recherche. Du coup, je travaille pas pour l'argent, je travaille pour un système qui, lui, va me rapporter de l'argent. Le cas le plus connu par rapport à ça, c'est la publicité payante pour la vente de livres, la vente de produits, la vente de formations en ligne. Où là, directement, on ne cherche pas toutes les semaines à faire une série d'emails, à convaincre des gens, à se renouveler, etc. Sur une même liste email, si on prend le business en ligne, qui est un peu notre expertise à toi et moi. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une publicité qui renvoie sur un tunnel automatique, qui vend automatiquement le produit. Donc, on peut détacher et décorréler littéralement l'action du résultat. Ça demande du travail, ça demande de la réflexion, mais comme ça, on gagne du temps. Donc, bosser sur des systèmes autant que faire se peut. Ce n'est pas adaptable à tout, mais bosser dessus. Par exemple, comment moi je crée mes contenus. Simplement, je me double film avec mon appareil photo qui est là. À côté, j'ai un trépied pour mon téléphone. Je mets les deux. Directement, je produis directement donc un format vidéo pour YouTube que j'envoie à mon monteur, qui lui directement extrait le son pour créer mon podcast et qui extrait des formats courts, à savoir 10-15 shorts par contenu. Donc, plutôt que de me dire, en fait, je crée un contenu, non, je crée pour une banque de contenus qui après seront automatiquement publiés sur les réseaux. Moi, j'ai très peu d'actions à faire. Très, très peu. Mais en très peu d'actions, je crée 15-20 contenus en 1 heure de tournage. Et ça change tout. Et idéalement, batchez aussi vos tâches un maximum. Vous avez des coups de fil à passer, faites-les tous en même temps parce qu'on l'a évoqué précédemment dans le podcast qui commence à s'étendre un peu. Quand on change de tâche, on change de circuit neuronal. Donc si constamment vous passez du coup de téléphone à la rédaction d'emails, à je sais pas, à faire des devis, à faire des notes de frais et cetera, vous allez constamment créer ce switch cost dont j'ai parlé précédemment qui va vous épuiser. C'est pas flagrant, c'est pas, instantané, mais à nouveau, c'est comme l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude. Si on met une grenouille dans une bassine d'eau chaude, elle va fuir immédiatement parce qu'elle verra le danger. Si on la met dans une eau tiède qu'on fait progressivement chauffer, elle va crever. Parce qu'on ne se rend pas compte de la progressivité des choses. Sauf que ça vous épuise au fur et à mesure de la journée, très rapidement, ce qui réduit à nouveau la jauge de motivation dont parlait Quentin précédemment. Par contre, si vous batchez vos tâches, je passe tous mes coups de fil en même temps. Je traite tous mes emails en même temps et je vise l'inbox zéro. Je suis un robot en fait. Je fais mes emails. Mon but, c'est quoi? C'est pas gérer les emails, c'est vider ma boîte mail. Là, je suis efficace. Je fais mes devis, je les fais tous d'un coup. Je sais pas, je traite mes messages tous d'un coup. Moi, j'ai 2 créneaux par semaine où je traite mes mails, mes SMS, mes WhatsApp, mes Telegram, mes newsletters, les messages de l'école et mes messages sur les réseaux du style Discord. Je traite tout d'un coup et le but, c'est inbox zéro à la fin, quoi. En fait, je ne fais que ça parce que j'ai le circuit mental qui est prêt pour ça, qui est activé pour ça et je passe à côté de la phase de diesel qu'on va reprendre à chaque fois qu'on change de tâche et dont on a parlé précédemment. Donc vraiment batcher aussi un maximum. Tu as des conseils par rapport à ça, Quentin?
Non, je suis entièrement d'accord et tu vois, tu parles des emails, tu parles, de la manière dont tu fonctionnes. Moi, c'est pareil, tu vois? Par exemple, le lundi matin, j'enregistre tous mes podcasts. Alors moi, ce sont des shortcasts de quelques minutes, mais je le fais de cette manière parce que la plus grosse bêtise que je pourrais faire, ce serait de me dire: «Tiens, j'ai un podcast le mardi matin avec Jérémy, je vais faire ça, puis après entre 10h30 et 13h, la fin de ma matinée productivité, je vais écrire, je vais gérer 2-3 trucs et puis, bah, l'après-midi, je retournerai un podcast. Ça demande beaucoup trop d'énergie parce que tu passes d'un mode conversationnel au niveau de ton cerveau à un Mmh. mode littéraire, à un mode différent, à un mode conversationnel. Tu es beaucoup moins efficace. C'est pour ça que moi, le lundi matin, je me dis: «Je m'occupe que de ça». Je vais faire que écrire pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je ne fais que écrire et j'écris mes 5 petits podcasts. Après, je les tourne et une fois que c'est fait, c'est fait en même temps. 3 fois par semaine, j'ai mes emails. Comme toi, pareil, 30 minutes, je gère mes emails. Je lis mes newsletters, je fais ce qu'il y a à faire et je supprime ce qui est pas pertinent. Le but, comme le dit Jérémy, c'est vraiment de battre le fer pendant qu'il est chaud, en fait. Ouais, complètement. Quand vous faites du business, quand vous êtes en phase commerciale, phase commerciale. Quand vous êtes, sur, de la réflexion plutôt stratégique, continuez sur cette réflexion stratégique pendant un moment, pendant que vous êtes lancé. Ça vous demandera beaucoup moins d'énergie. Vous, avez des échanges à avoir avec des personnes, faites en sorte que ces échanges, soient regroupés dans certains moments de la semaine et que vous enchaîniez. Parce qu'effectivement, c'est comme le multitasking, c'est exactement le même principe. On n'est pas capable de gérer différentes tâches à la fois. Non. À chaque fois, on saute d'une tâche à l'autre. Et quand vous passez d'un mode de fonctionnement cérébral à un autre, ça vous demande de l'énergie. Ça fait partie des b.a-ba de la gestion de l'énergie et les choses sont vachement plus simples en fait comme ça. Moi, tu vois, une de mes top valeurs dans mon top 3, c'est la simplicité. J'aime que les choses soient simples. Je pense que j'en ai même fondamentalement besoin psychologiquement. Et en fait, il faut gérer son énergie de manière simple. Complètement, complètement. On va arriver à la fin parce que sinon on va battre le record, de durée pour les fameux podcasts qui durent un quart d'heure à chaque fois. On va reboucler par rapport aux emails notifications pour prendre le sujet de base, si ça te va, Quentin. Quels seraient tes conseils, toi, pour optimiser sa gestion des emails? Après, je donnerai les miens. Potentiellement 3 conseils, toi. Dans ce qu'on a dit, c'est, time bloquer vos emails, Ouais, les gérez donc pas. Alors après, il y en a qui ont des centaines d'emails par jour, donc effectivement, vous devez peut-être les regarder tous les jours. Vous avez intérêt à les regarder tous les jours. Par contre, respectez la loi de Parkinson. C'est fixez-vous, un mmh, délai, pour le faire. Parce que si vous vous dites, «Je mets 3 heures pour gérer mes mails», vous mettrez 3 heures. Si vous vous dites: «Mettez 1 heure», vous mettrez 1 heure. Vous trouverez des moyens. en Il y a fait, il plein, faut que plein vos de choses à emails ne mettre en soient place. pas une tâche de fond, mais une tâche en tant que telle. C'est ça, une tâche parmi tant d'autres. Mmh. Et faites les choses simples. Mettez des messages automatiques. Tu vois, il y a un truc que je voulais dire, qu'on n'a pas dit. Hem, pour les SMS, pour tout ça, effectivement, comme Jérémy, moi je l'ai fait à un moment, j'ai arrêté de le faire, mais avoir un message automatique qui dit, «Contactez-moi pour les choses urgentes». Ce que j'ai fait maintenant, en fait, c'est que, ceux qui ont un iPhone, je sais pas comment ça marche ou Android, mais il y a les modes maintenant, ne pas déranger, mode travail, mode machin et vous pouvez laisser ouvrir les barrières pour certaines personnes. Mmh. Et je sais que moi, en fait, j'ai mon mode ne pas déranger, il est quasiment activé toute la journée maintenant. Et par contre, il y a quelques personnes qui peuvent passer la barrière, notamment Mmh. ma femme. Il va y avoir ma femme et mes parents, en fait. Je réfléchis, il y a que ça. Il y Et a la nounou? personne d'autre qui passe. Et bah, elle est à l'école maintenant. Ah oui, Donc ça, moi j'ai ma nounou en plus pour le petit, donc elle gère, mais avant, effectivement, il y avait la nounou. Il y avait la nounou qui passait la barrière. Mais au moins, tu sais que comme ça, les personnes qui t'écrivent, ce sont des personnes à qui tu es OK pour, accorder ton attention. mmh mh. Et le reste, c'est pas urgent. Il y a Ouais. rien d'urgent, en fait. On crée l'urgence. Donc ouais, tu vois, ce serait vraiment ça, ce serait simplifier les choses, time bloquer et créer des murailles de Chine. Moi, ce que je rajouterais également en plus, par rapport aux conseils de Quentin qui sont très pertinents, ce serait de couper le flux un maximum. Donc, comment ça se passe? Déjà, quand vous répondez à un email, explicitez concrètement ce que vous attendez de la personne. Laissez pas de flou par rapport à ça. Parce Mmh. que souvent, une cause d'une surcharge d'emails, c'est des non-compréhensions. Concrètement, je veux que tu fasses ça de la façon suivante, point barre. Il faut expliciter les choses. Deuxième chose que je rajouterais aussi, faites des emails courts, qui vont à l'essentiel. Fixez-vous une règle, en fait, simplement, pas plus de 5 lignes par email. C'est bête, mais déjà pour vous, vous gagnerez du temps et de 2, pour la personne qui va le recevoir, ce sera plus, comment dire?
plus simple pour elle. Recevoir un email où tu as 40 lignes, tu veux pas le lire. Du coup, tu procrastines. Du coup, tu mets en Mmh. retard également potentiellement la personne qui, attend une action de ta part. Et enfin, dernier conseil, vos emails ne sont pas des listes de tâches. Super important. Beaucoup de personnes gèrent leur boîte mail comme étant une liste de tâches. Donc, autrement dit, elles ouvrent des emails, elles les lisent, elles les replacent dans les emails en non lus. Ou elles mettent un petit drapeau dessus, ou des dossiers pour les traiter. Sauf qu'une boîte mail, en fait, simplement, c'est un lieu de transition. Il faut le voir ni plus ni moins comme ça. Vous recevez des emails, vous les traitez, vous extrayez l'élément important, vous programmez la tâche qui correspond à cet élément, et après vous archivez. Une boîte mail, c'est que ça. C'est comme si vous alliez, en fait, si on fait un parallèle, et là, franchement, c'est explicite. Vous allez à votre boîte aux lettres physique, vous ouvrez la boîte aux lettres, vous prenez un courrier, vous l'ouvrez, vous le lisez, vous le remettez dans l'enveloppe, vous le remettez dans la boîte aux lettres. Vous refermez la boîte aux lettres. Qui fait ça? Personne ne fait ça, quoi. Personne ne fait Ah, ça. c'est une bonne image, ouais. Et enfin, dernier élément, du coup, je vais poursuivre la métaphore, ça va te plaire, je pense. N'ayez qu'une seule boîte mail ou un élément qui centralise vos boîtes mail. Et là, du coup, on va reprendre l'image de la boîte aux lettres. Imaginez, vous avez 30 boîtes aux lettres disséminées dans une ville. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Vous n'avez qu'une seule boîte aux lettres. Tout est centralisé au même endroit. Je dis pas d'avoir qu'une seule adresse mail, mais qu'un seul catalyseur d'email. C'est différent. Et moi, personnellement, je passe par Spark. Compliqué à dire ça. Je suis chez Soch. Je C'est un passe bon par exercice linguistique, ouais. ouais, je passe par, Spark, qui est très, très bien, qui est dispo, je crois, maintenant sur Android. Et sinon, en natif sur Apple, il y a aussi la boîte mail d'Apple qui est très bien pour ça. Donc voilà mes 4 petits conseils qui viennent, se greffer à ceux de Quentin. Top. Et je pense qu'on est pas mal là. Ouais, je 51 pense qu'on est pas minutes, mal. nickel, le quart d'heure est tenu. On a encore dit plein de choses. Ouais, mais c'est pour ça que les gens nous suivent aussi. Parce qu'en fait, Complètement. comme vous l'avez compris, on n'est plus sur une conversation entre potes, qui vous partagent leur expérience, leurs écueils, leurs difficultés pour vous aider, quoi. On n'est pas sur un podcast de formation, très épuré, très simple, très froid. Non, nous, il y a de l'émotionnel, du vécu et c'est pour ça, je pense qu'il faut nous écouter en quelque sorte parce que très clairement, c'est le podcast que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune papa, quoi. Ouais, complètement. Ça parle de côtes cassées, de vomi, de tips de productivité. C'est ce qu'il faut pour des papas, c'est le concret. En C'est fait, ça. blague à part, c'est la réalité. Ouais. C'est pas la fiction qu'il y a dans les livres, la théorie. Là, on parle de choses concrètes et de réalité, quoi. Tu sais quoi? On est quasiment à la fin, Quentin, là. Il y a plus beaucoup d'éditeurs, je pense, sauf les vrais de vrais. Est-ce que tu peux raconter une anecdote avec ta fille, la plus horrible possible, toi? La chose la plus repoussante qu'elle t'ait fait, qui t'a marqué, qui t'a surpris, qui t'a Ma fille, c'est un visage d'ange avec une âme de petit démon. Donc, elle fait tout le temps plein de conneries marrantes. Mais non, vraiment, un jour où j'ai eu par contre très, 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 très peur, c'était pendant le confinement. Il y avait plus de salle de sport. Et elle était encore petite, elle avait un an et demi, mais je faisais du kettle. J'avais mon kettle de ouais, 24 kilos. OK. Et je la vois me foncer dessus pendant que j'étais en plein swing. Alors que j'avais toujours dit: tu me laisses faire ma muscu parce que j'ai des poids, c'est lourd, c'est de la fonte, donc tu t'approches pas. Et j'étais justement en phase descendante, donc il Ouais. était entre mes jambes, il allait remonter, j'étais en train de l'envoyer et je la vois me foncer dessus. Elle était pile à la hauteur du kettlebell. J'ai tout fait pour le freiner et en fait, j'ai réussi à le freiner, mais elle s'est tapé la tête contre mon kettle à l'arrêt et le bruit que ça a fait, sur le coup, je me suis dit: «Elle est morte». J'ai vraiment eu peur, tu vois? Parce que ça a fait un Vache! bruit extrêmement sourd. Alors ta et je me suis dit: «Mais à 1 an et demi, ton crâne, il est encore, Ouais, ouais. tout mou et tout» et je me dis: «Putain, ça y est, elle s'est tuée, quoi» et elle était pareil et là, un œuf de pigeon qui commence à arriver. Je me suis dit: «Oh putain», donc glace et compagnie. Ma Mais femme c'est va me vraiment un tuer. moment où j'ai eu tu vois? Je pense qu'il y en a des centaines des trucs comme ça, Ouais. mais où j'ai eu le bruit, c'est le bruit qui m'a fait le plus peur. J'avais jamais entendu un bruit comme ça, quoi et je me dis 24 kilos contre un enfant qui en fait 10. Ouais. J'avais eu très peur. Ouais, je l'ai fait une fois, Nathan, ça aussi. Bah, je l'ai fait une fois, hein. J'étais en mode élévation latérale, il s'est mis à côté, il s'est pris un coup d'haltère. Ouais Là, et c'est différent, il y a beaucoup moins ça part dans le de temps. rapidité et de volume, mais bon, ça m'est déjà Ah arrivé mais aussi. ça reste de la fonte contre un crâne d'enfant, quoi, donc C'est ça resté fait la fonte, flipper. ouais. Moi, la plus horrible des anecdotes que j'ai par rapport à Raphaël, c'était l'été dernier. Il faisait extrêmement chaud. Donc on l'a couché uniquement en couche.
Il a fait caca dans sa couche. J'étais là, en fait, tu te dis: «Ça va» et cetera. Il a retiré sa couche. Il a pris son caca. Il s'est étalé sur lui et il l'a mangé. Ça, Et là, c'est tu rentres dans la chambre, tu te dis: «Oh punaise, fais couler le bain, ça va être chaud». alors ça, tu vois, j'avais oublié. Moi, elle me l'a pas fait, elle l'a fait chez la nounou. On était D'accord. arrivés un soir, la chercher et et la nounou, elle tire une tronche. Oui, Émilie a fait caca, elle ne m'a pas appelé, pendant la sieste. Elle a enlevé sa couche, elle s'en est mis plein les doigts, elle les a étalés sur le lit, sur le barreau, sur les murs. Tu toi, tu le papa, tu fais: «Oh putain». Bah, je vais la récupérer, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas même pas engueuler ta fille pour ça, tu sais, elle avait 2 ans, Tu peux rien faire, bien sûr. Moi, il tu avait, peux rien faire. à Tu peine un tu an, dis donc c'est clair tu et net. tu dis à la nounou: «Oui, vous avez le droit d'être énervé, je comprends». Je vais pas engueuler ma fille non plus pour ça parce que, bah, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est horrible. Mais C'est un ouais, enfant. Et bah, sur ces bonnes on va paroles, on va vous laisser sur ces bonnes paroles. ouais, Allez, et bonne on journée, hein, se j'espère que vous avez déjà retrouve mangé. très bientôt pour un nouvel épisode, soit un invité, soit un épisode, tous les 2. Allez, à Yes! plus. Allez, ciao! Salut.